Pierre Trudel, désormais, si au regard du résumé qui était dans le dépliant, va nous parler de la disparition des pyramides. Oui, en fait, essentiellement, ce que j'ai pensé vous proposer aujourd'hui comme intervention, c'est autour de la virtualisation et autour de cette virtualisation qui fait en sorte qu'on s'éloigne de plus en plus de l'imagerie de cet État constitué en pyramide, exerçant son autorité et dispensant ses bienfaits et ses prestations à des administrés envisagés souvent comme des assujettis. Alors, ce qu'il importe de faire désormais avec la virtualisation, et c'est l'hypothèse un peu qui sous-tend cet exposé, c'est qu'il importe de dégager les conditions auxquelles devrait correspondre l'environnement du e-gouvernement, je l'appelle comme ça, le e-government ou le e-gouvernement, afin de refléter des valeurs associées à l'état de droit. Et donc, ce que je vous propose de faire, c'est essentiellement de regarder à quelles conditions les environnements de e-gouvernement seront-ils tenus pour être conformes aux valeurs de l'état de droit. Alors, essentiellement, c'est une présentation en deux parties. Dans une première partie, on va essayer d'identifier à grands traits les principales conséquences de la virtualisation au regard des façons d'envisager le fonctionnement de l'administration publique. Et dans une seconde partie, je vais vous proposer une liste des impératifs qui découleraient ou qui paraissent découler de l'état de droit et qui doivent forcément se refléter dans le fonctionnement des environnements de gouvernement qui se sont développés et qui, sans doute, vont se développer dans un avenir plus ou moins rapproché. D'abord, l'administration publique virtualisée, j'emprunte à Pierre Lévy, le même Pierre Lévy qui était là hier et qui, comme on le sait, est une sorte de grand prophète du virtuel. Pierre Lévy, dans un ouvrage sur l'administration publique et sur la cyberdémocratie, observe que l'administration publique virtualisée correspond à des phénomènes qui ne sont pas propres à la virtualisation, bien sûr, mais qui, semble-t-il, sont tout à fait pertinents pour appréhender l'administration publique lorsqu'elle est virtualisée, c'est-à-dire lorsqu'elle implique l'utilisation, le recours à des environnements de réseau. D'abord, on observe une réduction des niveaux hiérarchiques. On a fait souvent état que dans Internet, l'intermédiaire disparaît. Il est possible d'envoyer un courriel. On donnait la caricature qu'il était possible d'envoyer un courriel au dirigeant principal d'un organisme. La question de savoir s'il nous répond est une autre question. Mais, par exemple, moi, à l'université, quand quelque chose ne fonctionne pas bien, j'écris directement au vice-recteur responsable. Ça me paraît plus simple. Alors, j'imagine que ça doit être possible parce qu'ils me répondent. Décloisonnement entre services, forcément, ce passage du paradigme de la pyramide au réseau va souvent se manifester par un certain décloisonnement entre services. Nous verrons que centré autour de l'usager, l'administration publique virtualisée va souvent se présenter comme étant transparente quant à ces organigrammes. Autrement dit, on essaie de faire en sorte que le fardeau de deviner qui dans l'organigramme d'un organisme public est responsable du problème du citoyen, ce fardeau est en quelque sorte renvoyé à l'administration. On parle aussi de circulation plus fluide de l'information, possibilité aussi de transparence et de dialogue ouvert vis-à-vis du public, et bien sûr, mobilisation au service du citoyen, souvent sur le modèle des entreprises de la nouvelle économie, c'est-à-dire que les paradigmes de l'administration publique virtualisée ont largement été empruntés au paradigme du commerce électronique. Pendant une certaine époque au Canada, par exemple, on ne parlait à peu près pas de l'État lorsqu'il était question d'Internet. Ce n'était qu'une affaire qui concernait supposément les entreprises privées. Il y a des rapports complets qui, je pense, ont réussi à être rédigés sur les politiques relatives à Internet au Canada sans jamais prononcer le mot État. Et donc, les modèles, forcément, qui ont été implantés sont souvent des modèles empruntés et adaptés
de ceux qui ont été développés d'abord dans l'entreprise privée. Pour mieux illustrer certaines de ces caractéristiques qui semblent particulièrement pertinentes lorsque l'on s'intéresse à l'état de droit, peut-être quelques mots sur certaines caractéristiques de l'administration électronique telle qu'elle est généralement perçue dans la littérature. D'abord, orientation vers le citoyen. On considère nécessaire de prévoir ou de concevoir l'offre de services, non pas à partir d'une structure bureaucratique, mais plutôt à partir des besoins du citoyen, ce qui, sans doute, à l'égard de l'état de droit, rappelle l'importance de respecter, bien sûr, les valeurs démocratiques et le respect des droits et libertés, en tenant compte et en partant du point de vue du citoyen. Cela dit, l'administration électronique se caractérise aussi par la valorisation de la gestion collaborative. Il s'agit d'environnements en réseau, surtout lorsqu'il est question de back-office, lorsqu'il est question donc de plus que simplement une page web d'accueil qui comporterait différents liens. On peut également penser que ce type de gestion collaborative, on peut risquer l'hypothèse que ça rend compte de la dimension réseautique du e-gouvernement, du fait que l'espace auquel on a affaire est un ensemble interconnecté et constitué de pôles interagissants de normativité. Et donc, dans un environnement réseau, du moins en dehors de l'administration, on observe très souvent que les normativités sont un peu le résultat de négociations continues entre les différents participants à un réseau. Et par conséquent, il faudrait se demander dans quelle mesure et jusqu'à quel point on ne va pas voir émerger, au fur et à mesure que se généraliseront les services associés au e-gouvernement, des normativités en réseau, constituées donc d'ensembles qui relèvent d'une pluralité d'univers normatifs, mais qui sont en dialogue constant. Autre caractéristique associée très souvent à l'environnement du e-government, c'est, et là encore une fois c'est associé, mais ce n'est pas exclusif, puisque ce brouillage des frontières publiques et privées, évidemment, n'est pas particulier à l'administration en ligne, mais il semble accentuer ce qui relève légitimement de l'intervention étatique, bien sûr, constitue toujours une question posée, mais rarement résolue une fois pour toutes. Mais ce que la numérisation, la tendance à la numérisation tend à accentuer, c'est ce brouillage entre ce qui relèverait du public et ce qui relèverait du privé. Le modèle même de fourniture des services en ligne est souvent un modèle emprunté presque sans discussion au modèle développé dans les environnements de e-commerce. Et par conséquent, cela semble accentuer ce brouillage entre le public et le privé. Dissolution aussi des territoires, la tendance à la numérisation redéfinit l'espace dans lequel se construit et s'apprécie la légitimité des interventions de l'État, et notamment le territoire, lieu central de l'État, tend à se virtualiser, il se limite de moins en moins aux espaces physiques, il concerne de plus en plus les imaginaires. Et avec le phénomène de virtualisation, occuper un territoire, c'est en assurer les attributs qui sont caractéristiques de la souveraineté nationale, c'est assurer une place au message qui reflète les sensibilités des populations que l'État demeure responsable de protéger. Et donc, souvent, ce n'est plus essentiellement une question essentiellement territoriale, mais beaucoup plus un territoire qui est lui-même en virtualisation. Au plan juridique aussi, le droit de l'e-administration ou de l'administration en ligne s'exprime souvent en forme de principe directeur. Là aussi, ce n'est pas une caractéristique spécifique à l'administration en ligne, mais c'était certainement un facteur tout à fait présent dans la normativité qui encadre le déroulement en ligne des activités. Charles Albert Morand, dans son livre « Le droit néo-moderne des politiques publiques », explique que ce recours au principe directeur, par opposition à des règles fixes qui s'accumulent et qui souvent augmentent en volume, c'est de permettre d'exprimer le droit de façon à la manière d'un réseau de neurones, c'est-à-dire que ces principes directeurs fournissent des liens qui permettent la mise en rapport de normes très diversifiées
et plutôt que de chercher à s'épuiser, à uniformiser via des règles fixes, des normes qui pourraient ne pas pouvoir s'uniformiser, on vise plutôt à assurer la compatibilité des réglementations sur la base de divers principes à appliquer, et souvent en mettant en place des processus qui devront, ou dont on dit qu'ils devront s'inspirer d'un certain nombre de principes qu'il faudra appliquer. Un droit managérial aussi, une logique de l'action publique qui est largement et profondément hybridée de rationalité managériale. La littérature sur le e-government est assez exemplaire à cet égard. Très souvent, on parle presque pas de droit. On parle de tout sauf du droit, comme si le droit allait se dissoudre ou s'était dissous dans une vision managériale, c'est-à-dire une vision gestionnaire ou exclusivement gestionnaire. Un raisonnement qui, appliqué à la fourniture de services en ligne, bien sûr, va souvent faire paraître l'état de droit comme un principe ancien, une sorte d'icône dont il faut bien s'occuper, mais dont on s'occupera lorsqu'on aura le temps. Et puisque c'est souvent les impératifs gestionnaires qui paraissent guider un grand nombre de décisions. Pourtant, évidemment, l'État de droit paraît postuler l'autorité des principes juridiques sur les normativités gestionnaires. Dans la hiérarchie des normes, on peut penser que les normativités gestionnaires devraient venir beaucoup plus après que les normativités juridiques. On peut peut-être aussi faire l'hypothèse que le retard relatif que la communauté juridique a pris à s'intéresser même aux notions de virtualisation des processus gouvernementaux explique peut-être que les logiques gestionnaires ont pu prendre autant le dessus. Voilà un peu pour cette espèce de survol de l'espèce de paysage dans lequel le gouvernement en ligne ou l'administration en ligne semble se développer. Qu'en est-il maintenant, et c'est la deuxième partie de l'exposé, des impératifs de l'État de droit? Bien sûr, pour les fins de cette présentation, je m'en suis tenu à une conception ou à une définition générique de l'État de droit, donc je n'ai pas voulu me compromettre outre mesure. D'ailleurs, il y a des personnes beaucoup plus compétentes que moi pour explorer les différents recoins de ce concept ou de cette notion. Mais postulant que l'administration en ligne doit fonctionner selon les impératifs de l'État de droit, qu'est-ce qu'il faudrait rechercher? Quel type de qualité devraient présenter les environnements d'administration en ligne pour être tenus pour conformes à l'état de droit? Alors, une première caractéristique ou un premier élément qui paraît, qui semble découler de la recherche ou de l'idéal de l'état de droit, ça pourrait être l'accessibilité à tous. L'administration, évidemment, n'est pas une activité commerciale. Les gens ne choisissent pas de faire affaire ou non avec l'administration. Ils sont tenus de le faire. Ils le font souvent, bien sûr, de leur plein gré, mais ils le font souvent parce qu'ils n'ont pas d'autres alternatives. Ils sont tenus de le faire et donc nécessité d'accès à tous. Bien sûr, déjà, beaucoup de politiques de mise en place d'environnements de gouvernement en ligne tiennent compte, par exemple, des besoins des personnes affectées de certains handicaps, donc qui ne peuvent pas nécessairement utiliser l'ensemble des interfaces ou des outils qui peuvent être couramment utilisés par des personnes qui ne seraient pas affectées, par exemple, de tels handicaps. Donc, processus accessible, liberté de choix. On voit dans beaucoup de législations le principe de la liberté de choisir soit des modes en ligne ou des modes hors ligne. Et bien sûr, accessibilité en termes de protection de la vie privée. La vie privée peut être vue comme un élément de l'accessibilité à tous, c'est-à-dire que s'il faut littéralement se déculotter pour accéder aux environnements de gouvernement en ligne, on peut se demander alors si cet environnement est même accessible. Plus classiquement, bien sûr, lorsqu'il est question d'état de droit, on pense, en tout cas dans beaucoup de juridictions, à cette notion d'équité procédurale. Qu'en est-il de la possibilité réelle de se faire entendre? Les processus en ligne doivent garantir une réelle possibilité de se faire entendre. C'est probablement la traduction
dans les environnements en réseau de ce principe qui est classiquement associé à l'équité procédurale, via, et ça c'est peut-être un peu plus essentiel et plus particulier et plus spécifique à l'État, à l'administration en ligne, via des systèmes technologiquement équitables. Les systèmes fermés, les systèmes dont on ne connaît pas le fonctionnement, des systèmes à code privé, on peut s'interroger effectivement sur leur compatibilité avec les exigences d'équité procédurale, jusqu'à quel point, par exemple, un État peut-il se vendre pieds et poings liés à un producteur de logiciels qui littéralement détient le code, souvent à titre exclusif. Dans quelle mesure cela demeure-t-il équitable? Et bien sûr, être jugé dans le cadre de processus indépendants, encore une fois, là aussi, l'environnement lui-même, la façon dont l'environnement technique est constitué, peut comporter un certain nombre d'enjeux au regard de cette possibilité réelle d'être jugé dans le cadre de processus indépendants. Une autre caractéristique de l'état de droit dans les environnements virtuels, il me semble, c'est l'importance que prend la régulation de la qualité de l'information. L'environnement virtuel est un environnement tout entier construit d'informations. Et on peut se demander jusqu'à quel point le respect même de l'état de droit ne suppose pas des exigences en termes de qualité de l'information. Information fiable qui doit résulter d'une démarche rigoureuse, s'assurer de la précision des données compte tenu des décisions qui sont à prendre. L'utilité des informations, qui paraît être un autre critère de qualité, et l'utilité, elle s'apprécie en fonction des questions sur lesquelles on demande à l'administration de se prononcer. Cela, probablement, suppose, dans beaucoup de situations, un devoir pour l'administration de justifier la collecte et la conservation d'informations sur des personnes ou sur d'autres phénomènes. Obligation de qualité en termes d'information, information complète. L'ensemble des informations disponibles et pertinentes au processus doit être rendu disponible non seulement aux décideurs, mais à toutes les personnes susceptibles d'être touchées par la décision. Bien sûr, on parle d'informations objectives. Évidemment, le temps nous manque ici pour entrer dans la question très difficile de la question de ce qu'est l'objectivité, mais certainement qu'on peut penser en termes de capacité de remettre en question les présupposés et les fondements sur lesquels se fonde l'information utilisée pour prendre la décision. Et bien sûr, l'accessibilité. L'information doit être accessible, facilement repérable et commodément disponible pour toutes les personnes impliquées dans le processus de décision, y compris l'administré, bien sûr. Mais de façon peut-être encore plus intense et de façon peut-être plus diffuse, il y a toute cette notion de confiance. Et j'ai emprunté à Cynthia Chassaigneux dans un article qui vient de paraître dans la revue de droit de l'Université de Sherbrooke, cette définition qu'elle emprunte elle-même à un dénommé Fukuyama. La confiance, c'est-à-dire cet environnement ou cette espèce d'état de grâce, finalement, qui fait que les administrés, les citoyens, ont l'impression qu'ils peuvent interagir de façon fiable dans l'environnement en ligne. Donc, cette attente difficile à percevoir, c'est-à-dire difficile à définir, mais que l'on perçoit très bien. Lorsqu'il n'y a pas confiance, lorsqu'on n'est pas en confiance, on s'en rend compte. C'est comme disait un de mes vieux professeurs qui disait que l'obscénité, c'est difficile à définir, mais lorsqu'on la voit, on la reconnaît. C'est un peu la même chose, semble-t-il, pour la confiance. C'est cette attente et ce sentiment qui existe et qui fait en sorte que le citoyen sera convaincu qu'il y a un environnement véritablement digne de confiance. Et ça, c'est un ensemble de devoirs et probablement qu'on pourrait envisager que ça deviendra une sorte de standard d'appréciation qui permettrait de valider dans quelle mesure le fonctionnement des environnements d'administration en ligne sont conformes à ces valeurs associées à l'état de droit.
Bien sûr, la transparence, souvent mentionnée, mais encore une fois, qu'en est-il des obligations qu'emporte la transparence? Certes, capacité de savoir où en sont et comment fonctionnent les processus, comment, selon quelle logique fonctionnent les traitements d'informations. Bien sûr, quelles sont les règles applicables? Ça semble aller de soi, ce n'est pas encore une fois particulier aux environnements virtuels, mais surtout quels sont les recours et y a-t-il des recours? Et à cet égard, on peut évidemment s'étonner que parfois l'administration en ligne comporte un grand nombre de prestations, mais lorsque vient le temps des recours, il faut revenir aux recours judiciaires qui, évidemment, sont souvent à toute fin pratique réservés aux biens nantis. On parle de sécurité technique. La sécurité technique, je l'ai mis ici parce que, bon, d'abord, c'est souvent une obsession. Souvent, dans beaucoup de milieux, on ne parle que de ça, comme s'il n'y avait que ça, comme si la mise en ligne des services gouvernementaux n'était qu'un problème de sécurité. Alors oui, c'est un problème important et certainement que les mesures de sécurité technique apparaissent comme un élément essentiel de cette confiance dont on parlait tout à l'heure et de cette équité. Cela dit, une conception de la sécurité technique, certaines conceptions de la sécurité technique peuvent être remises en question elles-mêmes au regard de l'état de droit, c'est-à-dire cette incapacité de savoir comment fonctionnent les systèmes, selon quelle logique ils fonctionnent, l'arbitraire, par exemple l'arbitraire en matière de mots de passe, les politiques complètement aberrantes en matière de sécurité, ça aussi, ça peut probablement être mis en question au nom de l'état de droit. Et donc, cette conception souvent, je dirais, caporaliste, voire même totalitaire de la sécurité, est probablement elle-même problématique au regard de l'état de droit. Je pense, par exemple, à certaines directives du Conseil du Trésor qui interdisent aux fonctionnaires, littéralement, d'utiliser le courrier électronique, même pour appeler leur grand-mère mourante. On peut se poser la question de la compatibilité de ce type de règles supposément fondées sur la sécurité avec l'état de droit. Subordination de la technique, et ça aussi c'est une autre grande question, c'est que dans le développement de ces systèmes, souvent se pose la question de savoir est-ce que c'est au droit de s'adapter aux contraintes techniques ou au contraire, s'agissant surtout des environnements d'administration publique, est-ce que ce n'est pas à la technique de s'adapter aux exigences du droit? La technique elle-même est source de normativité, c'est peut-être d'ailleurs la principale source de normativité dans ces environnements en ligne. Joel Reidenberg, dans des textes tout à fait fondateurs, observe que les choix techniques imposent des règles importantes pour les utilisateurs des environnements comme Internet, mais à plus forte raison les environnements d'administration gouvernementale. Ces choix techniques, ils imposent des contraintes sur les flux d'informations, des règles sur l'information. Ces choix techniques imposent des normes positives. Reidenberg donne l'exemple de l'anonymat, la décision, par exemple, de mettre en place une architecture qui permet aux utilisateurs en ligne de réagir de façon anonyme ou non. Ce n'est pas un choix neutre, c'est un choix qui emporte des conséquences normatives et il est assez parfois inquiétant au regard de l'état de droit que ce soit souvent présenté comme un choix supposément purement technique. C'est fait comme ça, la machine ne le prend pas, où la programmation a été conçue de cette façon. Les choix techniques également imposent leur propre champ d'application. Le champ d'application peut dépasser les limites fixées par la loi. Par exemple, les systèmes qui verrouillent les œuvres pour protéger les droits d'auteur empêchent leur utilisation équitable dans beaucoup de situations. Donc, souvent, des méthodes techniques rudimentaires ne permettent pas de refléter toutes les subtilités et toutes les nuances que la loi fait. Et à cet égard, ça nous rappelle que probablement qu'il y a beaucoup de place pour une approche par laquelle la technique aurait à s'adapter aux exigences du droit et non l'inverse. D'autant plus que les choix techniques emportent des règles qui sont d'application immédiate. La technique impose sans recours. Ce n'est pas après avoir été devant un juge que la technique s'impose à nous, elle s'y impose dès qu'on entre dans un environnement en ligne. Et donc, à cet égard-là, la notion même de conformité au droit devrait probablement, au premier chef, être appliquée aux présupposés sur lesquels la technique repose.
Autre élément de l'état de droit aussi dans cet environnement en ligne, c'est la responsabilité. Comment se conçoit la responsabilité dans l'administration électronique? Comment les paradigmes classiques de la responsabilité de l'État, au Canada, par exemple, c'est la couronne, qui est, comme l'a signalé John Gregory, c'est la couronne, cette personne à la fois naturelle et surnaturelle, finalement, qui est responsable. Mais comment, au sein de l'appareil gouvernemental, se répartissent les responsabilités? Là, il y a probablement beaucoup de réflexions à faire pour mieux situer les responsabilités. Le réflexe usuel, bien sûr, pour beaucoup d'entités qui mettent en ligne des environnements, c'est tout simplement de mettre une condition d'utilisation qui finalement décrète que l'usager est responsable de tout et n'a droit à rien. Est-ce que l'État peut se contenter de ce type de mécanique? Enfin, tout se passe comme si la mise en place d'un véritable cadre qui soit compatible avec l'état de droit passe par des démarches de gestion de risques juridiques. J'ai repris ici le cadre de gestion des risques juridiques du ministère de la Justice du Canada, qui en a fait d'ailleurs une de ses préoccupations. Et effectivement, on a l'impression que pour assurer la prise en compte effective des exigences de la loi, et notamment sur les aléas et les contraintes de la technique, il semble qu'il soit nécessaire d'accompagner le développement des environnements d'administration électronique, d'analyse approfondie des risques techniques, certes, ça c'est connu, c'est bien établi, mais aussi des risques juridiques, des enjeux plus difficiles ou souvent plus diffus à l'égard des droits fondamentaux ou peut-être pas de la conformité aux lois, puisque ça, forcément, on trouve toujours moyen de s'assurer d'être conforme aux lois, mais qu'en est-il des situations où les droits fondamentaux pourraient être mis en cause, et aussi anticipation des situations où la responsabilité d'une entité peut être mise en cause, ce qui est très souvent caractéristique de la démarche de gestion des risques juridiques telle qu'elle est pratiquée dans les milieux où elle se fait. En conclusion, il semble que la virtualisation à l'égard de l'administration gouvernementale en ligne suppose une relecture des impératifs de l'état de droit. En fait, ce qui paraît nécessaire ou ce qui paraît opportun, c'est une actualisation de ces concepts juridiques qui, après tout, ne sont pas nécessairement, n'ont pas vocation à s'appliquer uniquement dans des environnements classiques. Mais qu'en est-il de cette actualisation et de quelle façon actualiser ces concepts pour à la fois tenir compte des environnements techniques et de leurs caractéristiques, mais aussi pour refléter les valeurs d'équilibre entre les droits des citoyens et les impératifs de l'administration. Et sur ce, mesdames, messieurs, je vous remercie.